Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur un épisode du Wombat Café. C'est la rentrée et je suis désolé aujourd'hui, Saya n'est pas là. Elle est au Pérou en train de kiffer. Aujourd'hui, c'est avec un nouveau format que l'on revient et c'est dans un format interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans le Wombat Café Karine. Salut Karine. Salut Ryan, merci beaucoup de m'accueillir. Je te propose que l'on se présente vite fait pour les auditeurs, pour qu'ils sachent pourquoi il était intéressant de t'accueillir dans ce Wombat Café. Pas de souci. Donc moi je m'appelle Karine de Bouxtet, j'ai 23 ans et si aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions, c'est parce que je suis atteinte du syndrome Gilles de la Tourette depuis mon plus jeune âge, donc depuis mes 5-6 ans. Disons que ce Gilles de la Tourette est arrivé à 5-6 ans, ou bien on a réussi à mettre vraiment un diagnostic sur ce que tu avais à 5-6 ans. Voilà, en fait les premiers tics sont arrivés quand j'avais 5-6 ans, donc ça se caractérise par des tics, que ce soit moteurs et vocaux, comme syndrome. Donc les premiers tics sont arrivés vers 5 ans, et on n'a pas trop su en fait directement ce que c'était. On a supposé un diagnostic que lors de ma première humanité environ, donc vers mes 12 ans seulement. Wow. Et donc est-ce qu'il y a une différence entre le moment où on découvre et tu as un diagnostic sur ta condition et toi, la Karine d'avant le diagnostic? Est-ce que tu sens une différence entre les deux? Surtout parce que aussi le point culminant de la maladie en fait est à 12-13 ans. Donc c'est le point le plus impressionnant où il y a vraiment beaucoup de tics et beaucoup de problèmes liés aux tics qui sont des problèmes de comportement, des problèmes pour dormir, le TDAH qui va avec, donc le trouble de l'attention, etc. On a un peu tout qui arrive en même temps, donc c'est beaucoup de choses, mais c'est bien à la fois d'avoir été diagnostiquée. Pourquoi ? Parce que j'ai su enfin comprendre ce que j'avais. Avant, on comprenait pas trop, j'avais quelques spasmes, entre guillemets, on me demandait si j'avais froid, si j'éternuais, si j'étais allergique. Mais là, on a vraiment compris que c'était une maladie neurologique. On a su mettre un doigt dessus, mais voilà, pas facile non plus, parce qu'on comprend que c'est quelque chose qui se soigne pas, qui peut partir avec l'âge, donc ça peut diminuer. Normalement, à la majorité, vers 18 ans, c'est censé diminuer. Voilà, moi aujourd'hui, je suis un des cas qui le garde sur le long terme. On verra bien comment ça va évoluer avec le temps, mais c'est pas facile. D'un côté, il y a mes parents qui étaient remplis d'inquiétudes et qui ont commencé à vouloir consulter différents médecins. On a commencé à essayer les neuroleptiques aussi à 12 ans, donc c'est des médicaments assez forts, avec beaucoup d'effets secondaires. Et finalement, on a remarqué qu'il n'y a rien qui donnait quelque chose. Donc j'ai arrêté toutes sortes de médicaments vers mes 15 ans, je dirais, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Si on doit vite juste résumer ce que c'est vraiment le syndrome de la Tourette, parce que par exemple moi, avant de préparer cette interview, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes potes qui ne te connaissent pas, parce qu'il faut dire aux auditeurs qu'on se connaît quand même depuis déjà 4-5 ans. Ouais. Et les personnes à qui j'ai parlé de l'interview que j'allais avoir, ils m'ont dit « Ah ouais, Gilles de la Tourette, c'est quand on insulte à longueur de journée ?» J'ai dit « Non, c'est pas vraiment ça, Gilles de la Tourette. » Donc je te propose, pour pas insulter cette condition-là, je te propose que toi, tu fasses la définition qui te paraît la plus ressemblante à la réalité. C'est quoi le Gilles de la Tourette alors ? C'est une faute que les médias font énormément. Faute, oui et non, parce que c'est vrai qu'il y a peu de cas de Gilles de la Tourette qui insultent, mais c'est pas du tout représentatif de notre maladie ou de notre syndrome, parce qu'on dit plutôt syndrome Gilles de la Tourette que maladie. En fait, c'est juste qu'on a des tics moteurs et vocaux, comme j'ai déjà dit. Les tics moteurs sont comme des spasmes, et les tics vocaux, c'est en fait répéter des sons qu'on a entendus avec des intonations particulières. Mais personne va dire « Prends la table !» avec une intonation forte. Avec une super phrase, genre il va pas réciter Racine à chaque fois. Donc en fait, ce qui choque les personnes, c'est par exemple ce qu'on se dit lors des disputes, c'est « va te faire !» Voilà. Ah. Et donc là, on répète les « va », mais c'est pas tout un mot en entier, et ça ne concerne pas tout le monde. Pour moi, la meilleure définition de syndrome Gilles de la Tourette, c'est vraiment les tics, parce que... Et ça représente pas la plus grosse partie de l'iceberg, mais c'est ce que les gens voient le plus. Donc les tics, c'est la partie émergente de l'iceberg et de la maladie, et en dessous il y a tous les problèmes qui sont le trouble du sommeil, le TDAH, etc. Mais dans les tics, c'est vrai que c'est la chose qui se voit le plus, et c'est la chose qui impacte le plus, parce que c'est ce qui empêche beaucoup de personnes d'avoir des contacts sociaux, c'est ce qui empêche certaines personnes d'avoir un permis de conduire, et c'est la chose qui nous caractérise le plus. C'est vraiment Tourette, ce sont les tics, et ce ne sont pas les insultes, les tics moteurs et vocaux, peu importe, mais pas d'insultes. Là, tu viens de parler de quelque chose que je trouvais intéressant. Tu as parlé qu'il y avait certains qui ne pouvaient pas conduire. Ouais. Le Gilles de la Tourette, dans certains cas, peut être dangereux pour la personne qui est atteinte de ce syndrome, alors ? Oui, bien sûr, ça peut l'être, parce que moi, par exemple, j'arrive à me concentrer sur des trajets de courte durée, parce que de manière générale, j'arrive à
contenir mon syndrome sur, je dirais, 1 heure ou 2, mais après j'ai besoin d'extérioriser. Par exemple, si je dois, pendant 1 heure, faire une 50aine de tics, si je me retiens, que je ne les fais pas, l'heure d'après, j'en ferai une 100aine. J'ai besoin d'extérioriser tous ces tics et toute cette énergie. Et donc ça peut être dangereux, je me suis déjà donné des coups. J'ai eu des différents tics où je me donnais des coups dans le ventre, où j'arrivais à vomir tout ce que je mangeais pendant 3 semaines d'affilée. J'ai eu des tics où j'avais des bleus partout sur le corps, parce qu'avec le stress, ça aussi c'est un facteur important, ce qui déclenche beaucoup plus de tics, c'est le fait qu'on soit stressé, le fait qu'on soit même content, excité parce que quelque chose de bien ou de mal va se produire. N'importe quel sentiment qu'on peut ressentir, ça va décupler nos tics x5, x10, et ça se ressent très très fort. Wow. Est-ce qu'une personne qui est censée être calme, de nature très calme, pourrait être atteinte de syndrome de la Tourette ? Ça, en fait, on peut, ça dépend. C'est pas parce qu'on est syndrome de la Tourette qu'on est TDAH d'office. Je pense que ça n'a rien à voir avec le caractère. Maintenant, ce qui est connu, c'est que c'est une maladie principalement qui touche les hommes. Donc déjà là, je suis pas chanceuse. Et ça... Enfin voilà. C'est tout. Chanceuse, ouais, ça atteint juste plus les hommes et c'est tout. Voilà, donc là déjà je suis pas chanceuse. Et puis pour le reste, normalement c'est censé partir aussi. Je l'ai toujours. Le seul truc que je peux dire par rapport à ça, c'est que moi personnellement j'en ai fait une force et qu'aujourd'hui ça me caractérise et que tous mes amis, tous ceux qui m'entourent me disent oui mais toi synthétique, c'est pas toi. Okay. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le seul moment où je suis tranquille c'est quand je dors, parce que quand je dors je n'ai rien du tout. Ah c'est oui, vraiment okay. Très impressionnant, on comprend pas trop pourquoi, mais quand je dors je n'ai rien. Et quand je me réveille le matin, vraiment les premières secondes où j'ai même pas encore ouvert les yeux, mais où je suis consciente que je me réveille, je commence déjà à faire des tics dans mon lit alors que mes yeux sont même pas encore ouverts. Parfois c'est vraiment lourd, mais j'en ai fait quand même une force aussi. Et j'en parle très facilement, je pense que c'est important. J'ai vu quelques chanteurs et quelques personnes en parler. C'est bien parce que ça fait connaître la maladie aussi. J'ai eu la chance de faire le tournage du film Les Profs 2. J'étais très très mal à l'aise par rapport à ce syndrome parce que j'avais vraiment pas envie qu'on le remarque. C'est vrai que je sais me contenir au casting, j'ai pas fait par exemple de tics, mais lors d'un tournage qui dure 3 mois, on sait très bien que l'équipe va s'en rendre compte. Donc j'étais très stressée et donc ça amenait encore plus de tics paradoxalement. Et en fait tout le monde m'a mis très à l'aise par rapport à ça parce qu'ils ont bien remarqué que j'avais énormément de tics entre les prises, mais dès qu'on disait action, c'était fini. Ça pouvait durer 1 minute, 2 minutes ou voir la scène 5 minutes, et dès qu'on disait couper, c'était reparti. Donc ça m'a aidé aussi à comprendre que les gens pouvaient quand même accepter ça, même si voilà, c'est professionnel et ils ont besoin que ça marche, ils veulent pas que ça se voit sur un film ou un tournage par exemple. Et aussi du côté social, parce que j'ai rencontré d'autres acteurs connus comme Didier Bourdon ou Isabelle Nanty qui avaient aussi, pas syndrome de la Tourette, mais aussi des tics et des tocs, donc ça c'est un peu différent, et qui m'ont dit « Ah, toi t'as Tourette », parce qu'ils l'ont vu directement que eux, lors de leur premier tournage, ils avaient la même chose. Waouh. Ok, et justement, je voulais justement en arriver là, c'est que, en fait, quand on s'est connus, je te dis directement, je n'avais pas remarqué que tu avais ce syndrome-là au départ. Donc je suppose que c'était parce que c'était le stress de la rentrée, parce qu'on s'est connus à l'université, donc c'était à la rentrée, donc peut-être que tu voulais un peu essayer d'être discrète là-dessus, ou quelque chose comme ça, peut-être, non ? Ça dépend en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, j'essaie vraiment de me contenir un maximum parce que j'ai pas envie de directement expliquer ce que c'est que mon syndrome. J'ai envie d'abord qu'ils apprennent à connaître ma personne. Donc j'essaie de me contenir, mais parfois, si c'était en période d'examen, par exemple, c'est impossible. Là, on me rencontre, mais bon, c'est pas souvent en période d'examen qu'on commence à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais là, c'est des moments où ça allait mieux, je dois dire. Et c'est vrai que depuis cette dernière année, c'est incessant. Donc ça dépend vraiment des moments de ma vie. Donc c'est ça, en fait, c'était vraiment montagne russe tout le long, un peu selon ce que tu traversais dans ta vie et ce que tu pouvais ressentir dans ta vie de tous les jours se reflétait dans le syndrome et dans l'intensité que pouvait avoir Gilles de la Tourette dans ta vie de tous les jours, en fait. Exactement, on subit vraiment les vibes de ce qui se passe par rapport à nous et par rapport à notre entourage. Parce que s'il se passe quelque chose, que ce soit mes parents, ma famille, etc., ça s'impacte directement sur mes tics. Parfois, j'ai rien besoin de dire. Parfois, même quand je mens, ça dépend des personnes qui me connaissent vraiment bien, comme ma maman. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une arme à double tranchant parce que quand je mens, par exemple, je me dis non, pas maintenant. Pas de tics, sinon c'est vraiment cramé, c'est toi, t'es pas tranquille, quoi. Ah, c'est drôle ça. Donc, je me souviens à la rentrée, tu avais été assez discrète et j'avais pas du tout remarqué ça. Et c'est petit à petit, lorsqu'on s'est connus, je me suis dit, il se passe quelque chose, mais je ne connaissais pas du tout ce syndrome de la Gilles de la Tourette, puis tu nous as expliqué.
Et je dois dire que, on va dire 99, si pas 100% de l'entourage que tu avais, parce que je sais qu'au début, il y avait beaucoup de personnes qui ne le savaient pas, eh bien, ça a été très fort et très facilement accepté par ton entourage. Est-ce que tes relations ont pu être impactées par ce syndrome? Tu sais, donc on a parlé de la vie de tous les jours, par exemple que tu as difficile à mentir, par exemple, ou que ça devient compliqué dans certains cas de santé même. Est-ce que dans tes relations, ça devient compliqué ou pas? Quand même. Alors j'ai la chance, entre guillemets, mais c'est surtout grâce à mes parents d'avoir un caractère fort, et grâce à moi-même, mais c'est sûr que ce syndrome a fort impacté mes relations, dans le sens où, quand j'étais enfant, j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je suis une jeune femme, si je peux dire, avec toute mon assurance et tout ce qui va avec. Et j'ai pas peur en fait de me confronter au regard des autres parce que je me dis, quand je vois qu'on me regarde de travers alors qu'on comprend très bien qu'il y a quelque chose, je me dis mais c'est juste pas possible quoi. Tandis que quand j'étais jeune, c'était vraiment très difficile. J'ai vécu divers épisodes comme le fait de m'inviter à des anniversaires où j'arrivais avec un cadeau, j'arrivais, il y avait personne et on me filmait. Des trucs mais horribles, vraiment, qu'on s'inflige des ouais, tu fais des cris d'animaux, nanana, mais tout ce que les enfants font. Et cette période a été très difficile, donc je suis passée par une période où je savais plus, non seulement de par ma santé et de par les contacts que j'avais avec les autres, j'ai dû aller à l'école, à l'hôpital et à domicile pendant 3 ans. Bon, j'avais cours chez moi, à la maison et à l'hôpital uniquement. Et après, j'ai fait une sorte de coming out. Je suis revenue à l'école en 3e secondaire, donc à mes 15 ans. Et là, j'étais complètement affirmée, quoi. C'était moi et je vivais avec ça. Et ceux qui ça dérangeait, je m'en foutais. C'est vrai que d'un côté, ça m'a forgé une sorte de carapace parce que quand on me regarde maintenant, ça a posé aussi quelques problèmes avec mes copains qui me disaient « Tu vois pas ce mec-là, il te regarde et tout ». En fait, je ne vois plus autour de moi parce que j'ai tellement eu mal en fait, j'ai tellement eu du dur que les gens me regardent et me jugent sans me connaître que maintenant je regarde pas, je vis mon truc, je suis dans ma bulle. Ça peut être à la fois un défaut et une qualité, mais je vis bien maintenant et je vois pas les gens qui me critiquent. Par contre, dans ce que je dois remarquer et ce que je dois mettre en avant quand même, c'est le fait que mes amis et même les personnes qui m'entourent, j'ai l'impression qu'ils comprennent tous bien. En fait, les personnes inconnues que je croise dans le tram, dans le bus, que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que ça me met mal à l'aise au possible, ils me regardent bizarrement, mais bon, c'est passé. Mais à partir du moment où on a discuté 5-6 minutes avec moi, j'ai l'impression que c'est normal et que c'est compris et que c'est quelque chose de naturel. Et c'est vraiment pour ça que c'est important pour moi d'en parler, parce que j'ai l'impression que si c'était un peu plus médiatisé et qu'on expliquait un peu plus le sujet, les gens, ils seraient pas complètement perdus face à mon syndrome. Je suis assez d'accord là-dessus. En fait, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de cette interview, c'est parce que j'avais vu que tu avais fait une sorte de coup de gueule sur je ne sais plus quel réseau social où tu expliquais que tu en avais marre, qu'il n'y avait pas une assez bonne représentation médiatique à propos de ce syndrome, plus le fait que la plupart de mes potes disaient « Ah ouais, mais c'est les insultes ». Donc je suppose que tout ça ensemble fait que tu peux en avoir marre. Et j'ai remarqué aussi que quand on s'est connus et que tu m'as expliqué ce que c'était ce syndrome, tu avais une sorte de texte bien réfléchi, bien par cœur, comme si tu avais dû répéter ce texte des centaines de fois à tout le monde. Et voilà, je trouve ça assez fort parce que tu fais du modeling, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça, acting, modeling, peu importe. Ok. Et donc de l'acting aussi. Et donc je trouvais ça dingue qu'avec ce syndrome-là, tu puisses avoir une aussi grande assurance, confiance en toi, mais aussi une manière d'être sous les regards. Enfin, tu vois, le modeling, c'est vraiment je suis face au jugement, au regard de tout le monde. Et donc, je trouvais ça dingue qu'avec ce syndrome-là, tu puisses faire ce métier. Donc, je voulais savoir un peu plus sur ta relation que tu as avec ce job et ce syndrome-là. Mais justement, sous les feux des projecteurs, comme tu dis, c'est un très bon terme parce que justement, les minutes dans les coulisses par exemple, avant de faire un défilé, je suis en plein stress, j'ai plein de tics, comme d'habitude, j'enfile mes talons et je suis vraiment très stressée. Le moment où je mets un pied sur la scène, j'ai vraiment ces projecteurs et de nouveau je vois plus rien. Et en fait c'est quelque chose qui est inexplicable. Dès qu'on fait notre passion, je dis on parce que je sais que plusieurs tourettes ont la même chose, dès qu'on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit chanter pour certains, danser pour d'autres ou bien le modeling en ce qui me concerne, une fois qu'on le fait, on est vraiment sur une autre planète et on n'a plus rien pendant... un temps, je dirais un temps parce que c'est 1 heure ou 2, ça peut pas être pendant 3 jours d'affilée par exemple. Mais donc j'arrive sur scène et là je fais mon acting ou bien modeling et je n'ai aucun tic et ça ne se voit pas, je pense vraiment
vider ma tête, je vide complètement mon esprit. Et je sais pas ce qui se produit, mais ça marche. Ok. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont le syndrome? Est-ce que par exemple, tu es dans un forum? Est-ce qu'il y a de la solidarité entre personnes qui ont Gilles de la Tourette ou ce genre de choses-là? C'est une question hyper intéressante parce que jusque très tard, mes parents m'ont plus ou moins conseillé, voire interdire de me renseigner sur la Tourette. Interdit, mais je vais l'expliquer. J'avais les informations nécessaires pour mon cas, mais il faut savoir que Tourette, ça varie beaucoup d'un cas à l'autre. Et une de nos caractéristiques, c'est qu'on s'imprègne beaucoup. Par exemple, si quelqu'un fait un bruit, je vais avoir tendance à le copier. Comme ceci. Voilà. Je vais avoir tendance à copier certains bruits. Et du fait que j'aurais pu me renseigner sur d'autres personnes qui avaient Tourette, j'aurais pu m'imprégner de leurs tics également. Et il y a beaucoup de tics dangereux que ma maman voulait pas que je voie quand j'étais petite. Par exemple, un très connu, dont j'ai ignoré l'existence jusqu'à mes 15 ans, c'était ouvrir les portes des voitures sur l'autoroute. En fait, beaucoup d'enfants ont le tic de vouloir ouvrir la porte, pas nécessairement de vouloir se jeter sur l'autoroute, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une envie suicidaire, mais une envie de faire ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est vraiment... En fait, le meilleur exemple, c'est que j'ai des tics moteurs et vocaux, et que quand on va me dire « tais-toi », et que c'est important que je me taise, je vais avoir envie de faire ces tics vocaux à ce moment-là. Et quand on me dit « bouge pas », et je vais avoir envie de bouger à ce moment-là. Donc c'est un syndrome très contradictoire. Et de ce fait, j'aurais pu lire des choses très, très étranges qui ne me caractérisaient pas moi, mais qui auraient pu m'influencer énormément. Je sais plus c'était quoi la suite de la question. C'était donc si tu connaissais des personnes, ou est-ce que tu connaissais des forums ou des choses comme ça Donc de ce côté-là, je ne m'étais pas renseignée plus que ça, je savais que ce qui me concernait. Et plus tard, donc quand j'avais 15-16 ans, j'ai voulu commencer à connaître d'autres personnes qui avaient syndrome, parce qu'autour de moi, personne, il n'y avait vraiment que moi. En Belgique, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé des groupes Facebook un peu type forum, comme tu dis, qui sont aux États-Unis. Donc déjà, ça me permet de travailler mon anglais, c'est déjà pas facile. Et là, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup plus de cas là-bas, qu'il y avait une communauté là-bas, qu'il y avait beaucoup de médicaments qui avaient été essayés en plus que chez nous. Et ça m'a donné quelques idées. Je suis retournée consulter à Saint-Luc, donc à l'hôpital récemment, pour avoir d'autres informations par rapport à ça. Pour moi, c'était exclu, mais au moins j'étais au courant. Il existe une stimulation cérébrale profonde. Donc c'est une opération... Une hypnose ? Non. J'ai déjà fait l'hypnose aussi. J'ai déjà essayé l'hypnose également, ça n'a pas donné de résultat. J'ai essayé les neuroleptiques, j'ai essayé le yoga, mais non plus. Et donc la stimulation cérébrale profonde, c'est en fait une opération du cerveau. Oh, wow. Cerveau ouvert avec... donc on va... Si j'ai tout compris, c'est en fait injecter une stimulation cérébrale directement dans le cerveau, mais on peut être endormi que localement parce que ça doit vraiment, ils doivent mesurer en direct de quelle manière ces électrodes, etc. impactent sur le cerveau. Donc pour moi, c'est rédhibitoire, c'est un peu bête, mais je suis une fille. Raser ma tête, c'est pas possible. Pour faire une opération avec ma tête ouverte et endormie localement, c'est pas possible non plus. Un facteur à prendre en compte aussi est le coût. Je crois que c'était, il y a 1 an, c'était encore environ 20 000 €. Avec vraiment une aide, mais pas assez représentative. Et je crois qu'il y a 15% de taux de décès. Donc je ne suis pas prête à prendre ce risque pour, entre guillemets, si peu. Même si c'est vrai que parfois je suis au bord de la crise de nerfs, c'est juste pas possible. Je me donne des coups et je me donne des baffes tout le temps. J'ai mal à la tête, parfois c'est avec mon téléphone. Et je tape mon téléphone sur ma tête, je suis en sang, je me dis mais c'est pas possible. Et je m'énerve sur moi-même. Je me dis mais stop, mais arrête quoi. J'ai vraiment l'air d'une schizophrène qui me parle à moi-même pour arrêter mes tics, comme si c'était une seconde personne qui faisait partie de moi. C'est presque comme ça que je le ressens. C'est une partie de moi, mais parfois qui peut m'agacer et qui... Voilà quoi. Oui, c'est ça. Au fil des années, je me suis rendu compte que tu as parfois des moments où tout va bien, tu assumes complètement ces tics. Et puis il y a des moments, même très récemment aussi, où tu voulais même plus prendre le tram, c'était fini, tu voulais presque aller à pied, c'est pour ça aussi que tu as pris une voiture, je suppose, et ce genre de choses, où vraiment tu changes complètement ta routine, parce que ça ne va plus quoi, à ces moments-là. C'est un souci qui peut parfois être un peu ennuyant. Non, emmerdant, j'ai pas le bon mot, plus qu'emmerdant. Tout. C'est vraiment ça, j'ai parfois des downs, de manière générale, je le vis bien, comme je te dis, j'en ai fait une force, mais parfois, et ça arrivait justement, il y a 3-4 mois, qu'on me fasse des réflexions, or qu'à l'université c'est rare.
Mais qu'on Ouais, fasse des c'est un milieu réflexions. très, très tolérant, justement. Oui, C'est pour ça que je trouve ça pas mal. Parce que, à mon avis, à l'école secondaire, comme tu as expliqué, ça doit être cruel comme monde. Et l'université, en tout cas ici à Bruxelles, l'ULB, je dois dire qu'elle est justement très tolérante à ce niveau-là. ouais, non, c'est vraiment bien. Le seul souci que j'ai eu là, du coup, c'était il y a une semaine, ça m'était jamais arrivé, j'étais en plein stress parce que j'avais pas assez de temps pour un examen. Et alors, du coup, là, et non seulement c'est un examen, je suis déjà stressée, mais comme je me concentre sur ma feuille, j'arrive quand même à les contenir d'une certaine manière. Mais là, on nous a dit qu'il fallait rendre la copie, il me manquait au moins 1 heure pour mettre les réponses que je voulais mettre. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de tics, à beaucoup stresser, et j'ai entendu une remarque alors qu'il fallait remettre nos feuilles, donc c'était vraiment à la fin de l'examen, qui était à cause de cet handicapé là, je sais pas me concentrer, je sais pas finir. Et j'étais au bord de provoquer un clash parce que je suis très sanguine, mais vraiment je me suis dit, je suis juste restée bouche bée en me disant mais comment est-ce possible? De toute manière tu dois rendre ta feuille. Enfin, ça sert à quoi de blesser les gens? Et je me dis heureusement que j'ai le caractère que j'ai, parce que d'autres personnes avec Tourette, elles n'auraient pas su grandir et évoluer comme moi, honnêtement. Et c'est pour ça justement que je posais aussi la question si tu connaissais d'autres personnes avec ce syndrome ou si tu avais des forums, des choses comme ça, parce que je me dis que tu as l'air tu es une personne vraiment forte dans le caractère et donc pouvoir se soutenir entre personnes avec la même situation, ça pouvait être un atout. Mais donc tu me dis qu'en Belgique, tu ne connaissais pas de personnes avec J'ai ce jamais syndrome. rencontré personne avec Tourette, avec des tics parfois oui, mais c'est pas pareil, on s'identifie pas vraiment à ces personnes, même si elles sont super sympas, enfin celles que j'ai rencontrées en tout cas, elles me disent souvent, beaucoup de personnes me disent « Ah, moi aussi, j'ai des tics ». J'ai pas trop envie de mettre le doigt dans l'engrenage, je dis « Ah, ok ». Mais je sais très bien que c'est pas pareil. Par contre, je parle aussi à beaucoup de personnes qui ont différentes maladies, comme le vitiligo, comme Crohn, enfin... Et là, je sais m'identifier à leurs problèmes, mais pas complètement. Et je partage vraiment leurs sentiments par rapport au regard des autres, notamment. Comme le vitiligo, je sais que mon amie en souffre beaucoup, parce que le vitiligo, c'est donc des taches sur tout le corps. Et je sais qu'elle a beaucoup de mal à se mettre en maillot à la plage, etc. Donc, de ce côté-là, on se rejoint. Ok, je vois. Tu connais, enfin tu sais, avec YouTube par exemple, il existe plein de YouTubeurs avec plein de situations différentes. Donc je voulais savoir, est-ce que tu connaissais peut-être un YouTuber, une star, une personne qui a utilisé ce syndrome comme une manière de pouvoir être porte-parole pour pour ces personnes qui ont ce syndrome? Est-ce que tu connaissais une star qui avait ce souci-là? Et est-ce qu'elle pourrait, par exemple, elle, être un atout pour cette représentativité que tu as dans les médias? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un qui nous écoute, là, qui est en train d'avoir une interview, qui veut en apprendre plus ou qui a ce syndrome-là et qui voudrait essayer de retrouver cette identité dans ce qu'il veut regarder, est-ce que tu pourrais conseiller une personne qui a ce syndrome? Moi, on m'a toujours parlé de Vincent Lindon. Donc, c'est un acteur qui a le syndrome Gilles de la Tourette et qui, comme tous les passionnés, n'a plus son syndrome à partir du moment où il tourne. Donc c'est incroyable, mais il en parle peu sur des interviews. Par contre, j'ai vu récemment un jeune chanteur qui en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son nom, je connais plus exactement, mais je pourrais le mettre. On le mettra en description. C'est un chanteur qui en parle beaucoup, et il en parle autour de lui et dans ses chansons. Okay. Donc ça, c'est assez bien. Il parle de ce qu'il ressent, il parle de sa douleur par rapport justement au regard des autres, de ses relations humaines. Il explique quand est-ce qu'il a des tics, quand est-ce qu'il en a pas. Et j'ai vu cette vidéo tourner, et comme je trouvais que ce type de syndrome Gilles de la Tourette collait vraiment fort au mien, parce que c'était presque les mêmes tics moteurs, assez imposants et vraiment très visuels, que c'était la même vision de la vie, entre guillemets. Je me suis vraiment identifiée à lui. En plus, du coup, c'est un Français, donc c'est pas si loin. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, je suis pas toute seule. J'ai partagé directement. Et c'est sûrement là que j'ai repartagé mon article coup de gueule, comme j'ai l'habitude de faire de l'année passée, avec la petite poupée qui était vendue en magasin. Enfin, c'était sûrement un fake, mais ça, c'est pas important. Une petite poupée Barbie avec marqué ta gueule, putain, nanana, achète ta poupée syndrome Gilles de la Tourette. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas des insultes. Et lui le dit aussi, c'est la première chose qu'il dit sur son interview et dans ses chansons, c'est que Gilles de la Tourette, c'est pas insulté. Donc ça, c'est hyper important. Je voulais aussi amener sur un autre sujet. C'était que tu fais du modeling. Et tu utilises beaucoup comme médium Insta pour partager toutes sortes de photos, des choses comme ça. Mais tu n'en parles pas de ce syndrome-là. Sur ces photos et sur ce média que tu as. Tu as quand même déjà pas mal d'abonnés, ça se compte en milliers. Nous, avec le Bon Mode Café, on n'a pas ça. Ah ouais. Donc je voulais savoir,
pourquoi est-ce que toi, est-ce que tu trouves que le modeling ne se prête pas à proposer ce sujet dans tes contenus, dans ce que tu veux faire consommer à ton public? Est-ce que tu comptes le faire par la suite? Est-ce que tu as un projet en tête ou quelque chose comme ça qui pourrait t'amener à penser, à représenter ce syndrome dans les différents contenus que tu voudrais mettre en avant? Oui, voilà, justement pour le moment, j'ai pas beaucoup de milliers d'abonnés, j'ai su environ 3000 et j'avais bien remarqué déjà qu'au sein de mes abonnés, il y avait une scission entre les gens qui voulaient uniquement voir des photos de modeling, des photos de modèles, etc. Et les gens qui voulaient aussi bien voir mes passions personnelles, comme l'équitation, le karaté que je faisais avant, etc. Et depuis un petit temps, je dirais 5-6 mois, je me lance dans tout ce que j'ai envie de poster, que ce soit mes passions, que ce soit ce que je fais en dehors, et pas uniquement que les photos, parce que de toute façon, c'est plus mon activité principale que pour poster uniquement des photos de shooting. Et je me rends compte que ça marche. Donc justement, le but, oui, c'est de commencer à parler plus de moi. De plus, même si je perds la moitié de mes abonnés, je m'en fous. J'ai envie vraiment d'avoir un profil particulier qui me représente et qui est original et bizarre peut-être, mais original et bizarre comme moi. Donc oui, le but, c'est justement de pouvoir en parler aussi de la Tourette, mais je me voyais pas vraiment venir avec ce sujet sur le tapis, entre deux stories, en disant « Ouh, super, je suis en soirée, super, je monte à cheval, et puis au fait, j'ai Tourette ». Donc j'avais envie de trouver aussi une certaine manière d'amorcer la chose. C'est pour ça que cette interview, c'est un bon moyen pour moi de trouver le moyen d'en parler. J'ai aussi une amie qui m'a proposé d'écrire un article, donc celle qui a déjà un blog sur le vitiligo, d'écrire un article sur ma maladie et sur ce que je ressens. Donc j'attends en fait d'avoir quelques éléments distinctifs, donc une interview, un article, etc., pour vraiment en parler et amener l'information, mais bien l'amener. Parce que si je dis juste que j'ai Tourette et que j'ai des tics, j'ai peur que de nouveau ça fasse un quiproquo et que ça fasse des amalgames et qu'on dise que ce soit des insultes. Non, j'ai envie de bien amener la chose et j'ai envie d'en parler aussi. Et je suis sûre qu'au fond de moi, les gens qui me suivent déjà vont accepter ça sans problème et vont comprendre. Donc c'est pour ça que je me dis que j'amène bien la chose comme ça, comme à ma grande habitude. Quand je le dirai et quand je serai prête, ça passera bien. Donc justement là tu réutilises cette expression que tu as dit au début qui était le coming out. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu cette même approche que tu prends pour ce syndrome-là. C'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi je trouve ça... Enfin, ça représente bien parce qu'on n'est pas... On n'est pas préparé déjà, on ne sait pas très bien comment aborder cette maladie quand on ne la connaît pas, donc je comprends aussi les autres. Mais nous, on n'est pas très bien préparé à devoir expliquer à chaque personne pourquoi est-ce qu'on a fait un certain bruit ou un certain mouvement. Sur le moment, on est parfois énervé, on n'a pas envie. Donc le mieux, c'est vraiment de laisser venir les choses, d'entamer plus une relation amicale avec la personne et de vraiment après annoncer qui on est. C'est ça. Construire la relation où vraiment tu vas essayer de comprendre qui est cette personne avant d'expliquer ce qu'elle a comme caractéristique principale. Ok ? C'est vraiment ça. Et donc, je voulais quand même parler de ce job que tu as qui est donc le modeling. Modeling photo. Qu'est-ce que c'est déjà pour vraiment être le plus simple possible et vraiment pour que tout le monde soit sur le même état de connaissance? Qu'est-ce que c'est le modeling? Le modeling, mais ça dépend. Donc plus il y a le côté shooting photo, donc ça c'est être modèle, c'est entre guillemets très simple, on pose. Okay. Il y a le côté modeling où c'est un peu plus mannequinat, où sont des défilés, des essayages, etc. Et il y a le côté acting que moi je fais aussi, donc ça c'est jouer, et c'est ce que je préfère, mais c'est le plus difficile avec mon syndrome, c'est jouer. Le théâtre j'en ai pas fait, mais par contre tout ce qui est publicité, court-métrage et long-métrage. Et donc pour le modeling, ça pose pas entre guillemets beaucoup de problèmes parce qu'on peut être amené à faire des tics entre les photos. Mais ça ne se voit pas beaucoup. Tandis que pour l'acting, c'est vraiment... Okay. Ça peut vraiment être beaucoup plus difficile à gérer. Et là, dans ce cas-ci, alors tu vas d'abord expliquer ton syndrome au photographe, au réalisateur, ou bien tu préfères justement de nouveau construire la relation, apprendre qui on est, et puis le faire découvrir un peu plus tard dans cette relation de travail. Voilà, de manière générale, j'aime bien toujours d'abord construire une relation et ne pas parler de mon problème. Mais là, encore plus, pourquoi ? Parce que c'est le seul cas de figure où je suis un peu effrayée. Parce qu'en temps normal, si quelqu'un dans la vraie vie ne veut pas me parler à cause de ça, je m'en fous complètement. Tandis que là, c'est professionnel, j'ai envie d'être sélectionnée, j'ai envie de montrer ce que je vaux, j'ai pas envie d'être mise de côté, ce qui peut très bien vite et normal, ce serait normal que ça arrive.
Ça arrive souvent qu'on soit mis de côté parce que pour des détails dans le modeling, parce qu'on est trop petit, parce qu'on est pas assez mince, Alors, ça peut être vraiment très rédhibitoire d'avoir tourette. Ah non, moi je prends pas le risque qu'il y ait une tourette sur mon podium. Je prends pas. Donc non, en fait, ça me fait peur d'en parler et je le fais pas. C'est le seul cas de figure où je le nie. Il fait plus partie de moi. Même si c'est pas que j'en ai honte, parce que comme je dis encore une fois, c'est une force, mais là, non, mais c'est un monde tellement pas tolérant que tu peux pas. Dès que tu sors un peu de la norme, tu vas être éliminé. Donc autant ne pas en profiter et de ne pas en parler comme ça à tout va, parce que tu sais que ça pourrait être des représailles pour ta carrière professionnelle, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Donc je préfère le cacher dans ce genre de moment. Non, je sais plus. Parfois, je sais plus où j'en suis. Donc, tu deviens un peu, dans ta vie de tous les jours, de routine, la Karine avec ce syndrome qui l'assume complètement. Mais lorsqu'on est en modeling, lorsqu'on est en acting, on met ça sur le côté, on essaie de se concentrer au maximum pour essayer de montrer le moins de tics possible, essayer de ne pas se trahir. Et est-ce que tu vois un changement qui pourrait se passer ? Est-ce que tu penses que si on a une représentativité, une meilleure représentativité dans les médias de ce syndrome, qu'il y ait une compréhension qui commence à se faire à ce niveau-là, est-ce que tu penses que la carrière de modeling, la carrière d'acteur, d'acting, pourrait se développer et donc tu pourrais peut-être essayer d'être démonstrative de ce syndrome dans ton job, dans tout ce qui est job et carrière ? Effectivement, je pense que ça peut être tout à fait positif dans le sens où s'ils comprennent que pas moi, pas 2 personnes, pas 10 personnes, mais au moins 500 personnes qui ont Tourette ne l'ont pas au moment où ils font leur passion, ça peut vraiment être un élément qui va leur permettre de nous choisir et de se dire ok, cette personne-là, elle le mérite parce que non seulement elle a ce combat là derrière qu'elle est en train de subir tous les jours, deuxièmement, on peut l'aider en lui faisant vivre sa passion, troisièmement, son travail est nickel, enfin, c'est tout bénef pour nous et pour elle et pour... Je pense que ça peut vraiment être une prise de conscience pour tout le monde, à la fois pour des producteurs, que ce soit de chant, de casting, de cinéma, peu importe, et pour les personnes qui ont peut-être un talent et qui n'osent pas le révéler parce qu'ils ont peur. Parce que moi, voilà, j'essaye, même si parfois je me prends des bides, voilà, c'est comme ça, les castings, on gagne, on perd, c'est toujours à refaire. Par contre, je pense je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire un The Voice, qui n'osent pas faire peu importe quel événement parce qu'ils ont peur qu'ils soient la risée en fait des autres de par leur syndrome. On va passer à un autre chapitre de cette émission, qui est les recommandations. Alors je sais que j'étais pas du tout prévenue à ce niveau-là. Non. Mais notre émission, on aime recommander toutes sortes de produits culturels qu'on aime bien. Donc est-ce que tu en as un à proposer ? T'inquiète pas, si tu veux prendre 2 minutes pour y réfléchir, tu peux. Ok, non, je suis pas prête, mais par contre, juste quel genre de produit culturel par rapport à mon syndrome ou bien quelque chose de... Non, ça peut être n'importe ce que tu veux. Tu restes, Karine, une personne... Ok, moi je suis pas très culture, etc. Donc voilà. Mais ce que j'ai à recommander à tout le monde, non, pour faire un lien par rapport à la radio, par rapport à mon problème à l'interview et à moi-même, c'est un fil conducteur qui est l'équitation. Qui représente quand même... Attends, tu n'es pas prêt. Qui représente quand même toute ma vie depuis que j'ai 3 ans. Qui m'a aidée dans ce syndrome à travers l'hypothérapie et qui peut aider beaucoup d'enfants. J'ai vu beaucoup d'autistes, j'ai vu beaucoup d'enfants se faire soigner aussi en partie grâce à l'hypothérapie et qui m'a permis, moi, de gérer mes tics lorsque je monte à cheval parce que si je fais des mouvements, je peux arracher le mors et la bouche du cheval, donc c'est très dangereux. Et moi, cette relation d'hypothérapie que j'ai eue depuis tout petit, depuis mes 3 ans, m'a beaucoup aidée et je recommande cette activité à la place de faire par exemple une sortie cinéma, etc. Je trouve que pouvoir permettre, même si c'est que quelques fois, même le week-end, je dis pas qu'il faut d'office prendre une demi-pension, acheter un cheval, je sais que c'est un coût et que ça représente beaucoup, mais ce contact, pour moi, est très important pour le développement de chacun. Ok, l'hypothérapie, waouh, je m'attendais pas à ça. C'est moins culturel, mais en tout cas, ça... Non, mais je connaissais pas du tout en plus cette thérapie. C'est une vieille thérapie, c'est quelque chose. Oui, quand même. Il y a encore des formations qui se font maintenant, mais c'est assez vieux et c'est vrai que ça marche bien parce que dans tous les manèges que j'ai côtoyés, j'en ai vu. Okay. Donc c'est des groupes de personnes qui viennent, je crois que c'est 5 à 6 personnes par heure, et qui vraiment viennent avec des enfants qui ont des problèmes ou qui ont un handicap ou quoi que ce soit, et qui font donc de l'hypothérapie, qui commence par du travail à pied, puis du contact, puis de montée, etc. Mais avec différentes techniques qui font que ça aide vraiment l'enfant à se développer avec sa maladie. Est-ce que tu as entendu parler de Brooklyn Affair ? Non. Je vais te montrer la bande-annonce. Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi, c'est la première chose à savoir. J'ai des fils dans ma tête. J'ai des fils dans ma tête, mon gars. J'ai des tics et je crie beaucoup. Ça me fait passer pour un foldingo. Tu peux pas essayer de te retenir. Touche-le, Belay. Je suis désolé, mais dans ma tête c'est encore plus le merdier. J'arrête pas de triturer les choses.
surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste. D'accord. J'avais jamais vu, donc c'est intéressant, j'irai voir. Déjà par rapport à la performance de l'acteur, bravo, parce que pour jouer justement le syndrome Gilles de la Tourette sans faire trop et en restant correct, ça n'a pas dû être évident. Ça me fait rire parce que je me reconnais dans certaines choses. C'est vrai que je vois dans cette bande-annonce qu'il a des tics et également des tocs. Ça, j'en ai pas, heureusement, parce que j'ai déjà assez. Mais c'est vraiment la même chose, on a envie de refaire tout le temps les mêmes gestes, et même si on sait, je vois qu'il éteint 30 fois l'allumette, là, c'est juste énorme. Je sais pas, j'aimerais bien aller voir ce film parce que j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont vraiment pousser cette maladie dans des scènes un peu plus intimes, un peu plus fortes à émotion. Voilà, j'ai pas plus... Non, mais voilà, je voulais t'en parler. Donc, Non, j'en ai pas la entendu représentativité dans les médias commence. Oui, voilà, ça c'est bien déjà parce que voilà, ce que j'aime bien dans cette bande-annonce, c'est que je vois pas vraiment, ou bien un tout petit peu, d'insultes spécialement. Il montre vraiment qu'il y a une autre facette et qu'il y a autre chose. Il montre pas mal de tics aussi moteurs, et ça c'est ce qui me caractérise, donc je suis contente de le voir. Et voilà, pour la suite, j'irai voir. Ok. Donc je te propose qu'on arrive à la conclusion maintenant. Donc je te propose, si tu as un message à faire passer à certains de nos auditeurs qui auraient Gilles de la Tourette ou certains auditeurs qui ne connaissent rien du tout au Gilles de la Tourette, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? À ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais vous dire qu'il faut pas penser que ce sont des insultes. C'est vraiment très complexe comme maladie parce que tout simplement, au sein même des gens qui sont atteints, on n'a pas la même chose. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir juger. Donc essayez de comprendre justement avant de juger. Et pour les personnes qui sont atteintes du coup de Gilles de la Tourette, osez vous exprimer, osez montrer ce que vous avez, parce qu'il ne faut pas en avoir honte. C'est quelque chose qui est naturel, ça fait partie de nous. Faites-en une force et utilisez-la. Merci beaucoup Karine pour cette interview. J'espère que tu as aimé cet exercice. Ouais, c'était chouette. On se retrouve bientôt, chers auditeurs, dans un nouvel épisode du Wombat Café avec Sayan, cette fois-ci, promis. Vous pouvez nous retrouver sur Insta. Est-ce que tu as envie de faire une pub pour ton Insta ou pour quoi que ce soit Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Okay. en bas, karine.de. Ok, ça va, je le mettrai en barre d'infos. Et vous pouvez aussi suivre Wombat Café sur Instagram, vous pouvez vous abonner, 5 étoiles, patati patata. Vous connaissez toute la chanson, on se retrouve bientôt. Est-ce que tu as une petite phrase de fin ? D'habitude, c'est Sayan qui le fait. Moi, je dirais simplement, parce que j'ai toujours été cash, restez positif et on n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Parfait. Super. Bon, je sais que c'est trop tard, mais je te le dis quand même parce que ça m'a choquée. Je viens d'apprendre à l'instant qu'il y a une autre personne hyper connue qui a Gilles de la Tourette, et c'est Billie Eilish qui chante I'm Bad.